Chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue à la chaîne didactique du français et plus. Je tiens tout d'abord à vous remercier énormément pour vos nombreux encouragements et j'espère que vous allez continuer. Mais il faut également vous abonner à la chaîne, car pour l'instant, les statistiques révèlent que 75% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Donc peut-être c'est le moment de le faire. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vais cette fois aborder un thème qui ne va pas intéresser uniquement les universitaires et les enseignants, mais pratiquement tout le monde. Après le football, je pense que c'est probablement l'un des thèmes qui intéresse le plus les Algériens et assurément bien plus que la politique. Il s'agit de la problématique relative au statut des différentes langues en présence en Algérie. Je vais parler de cette problématique dans 6 vidéos qui ont pour titre global « Les langues et leur enseignement en Algérie de 1962 à ce jour ». J'assigne principalement 2 objectifs à ces vidéos. Mon premier objectif est de faire connaître 3 textes très importants dont on ne parle pas assez et qui sont malheureusement qui ne sont pas malheureusement suffisamment pris en considération, surtout par les concepteurs des programmes et des manuels en Algérie. Il s'agit de la loi d'orientation de 2008 et de 2 autres documents de 2009 imposés par cette nouvelle loi de 2008. Il s'agit du référentiel général des programmes, le RGP, et du guide méthodologique d'élaboration des programmes, GMEP. Mon second objectif est de proposer une lecture-interprétation de certains passages qui me semblent très importants de ces 3 textes, mais également de certains passages de la fameuse ordonnance du 16 avril 1976. Il sera question de contenu très varié et très intéressant. Par exemple, on parle beaucoup de la réforme des premières années de 2000, mais pas de la nouvelle loi d'orientation sur l'éducation nationale de 2008. Or, cette loi, signée d'ailleurs par le président de la République et pas par le ministre de l'Éducation, a véhiculé des changements bien plus intéressants et bien plus importants que ceux de la réforme de 2000. Donc je pense qu'à l'issue des 6 vidéos, certains d'entre vous, pour ne pas dire plusieurs, vont à titre d'illustration découvrir que l'analyse des textes montre que les statuts réels des langues sont totalement différents de ceux attribués ou déclarés. Voici les intitulés des 6 vidéos dont je parle. Celle d'aujourd'hui a pour titre « Les langues à l'aube de l'indépendance ». Je parlerai particulièrement de l'ordonnance du 16 avril 1976. Je vais consacrer la deuxième à la loi 0804 du 23 janvier 2008. La troisième portera sur l'enseignement des langues dans le référentiel général des programmes de 2009. La suivante concernera le guide méthodologique d'élaboration des programmes également de 2009. Je vais terminer par 2 vidéos qu'on pourrait qualifier de conclusives. Je vais traiter dans la 5e des principaux changements
de 1976 à 2022, et dans la dernière, des statuts réels des langues en Algérie. Pour donner un aperçu global sur le contenu de ces vidéos, pour résumer, il sera question principalement de la comparaison entre les statuts politiques et didactiques des langues dans l'ordonnance numéro 76-35 du 16 avril 1976 portant aux organisations de l'éducation et de la formation d'une part, et la loi 0804 du 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale d'autre part. Il sera ensuite question des deux périodes allant de 1962 à 1976 et puis de 2008 à aujourd'hui. Avant de passer à la vidéo d'aujourd'hui, je rappelle les 4 très simples clics, mais qui sont très importants pour la chaîne. Cliquez sur s'abonner pour que la chaîne avance. Cliquez sur la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos dès leur mise en ligne. Partagez la vidéo pour que vos amis et vos contacts la découvrent et vous pouvez les inviter à s'abonner également. Et enfin, si le contenu vous plaît, faites-le moi savoir en cliquant sur le pouce j'aime. Merci d'avance et bonne écoute. Commençons donc par la première vidéo. Rebonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui est intitulée « Les langues à l'aube de l'indépendance ». Je vais surtout parler des changements imposés par l'ordonnance présidentielle du 16 avril 1976. Mon exposé passera par 3 moments. Je traiterai brièvement des statuts des langues entre l'indépendance et 1975. Je vais ensuite m'attarder un peu en parlant de l'ordonnance numéro 76-35 du 16 avril 1976. Je terminerai par quelques remarques conclusives. Comment était la situation sociolinguistique entre l'indépendance et 1975? D'abord, pour la période 62-65, en traitant de ces toutes premières années de l'indépendance, ma collègue Khawla Talb Ibrahimi explique, je cite, « Tout en maintenant le mode de structuration de l'école hérité de l'époque coloniale, des décisions sont prises pour redonner à la langue arabe la place qui doit être la sienne, consacrée par la Constitution comme seule langue nationale et officielle du pays. Elle est désormais enseignée à l'école sans toutefois être la langue de scolarisation. » Fin de citation. Talb Ibrahimi parle ici de changements qui concernent l'arabe qu'on appelle le Fosha ou l'arabe scolaire et que d'autres appellent moderne ou standard. Cette langue a été élevée au rang de langue nationale et officielle. Elle a pu accéder à l'école comme langue enseignée alors qu'elle n'était pas enseignée avant l'indépendance. Cela dit, à ce stade, cette langue n'avait pas encore le statut de langue d'enseignement. Autrement dit, l'enseignement des autres matières comme les mathématiques, l'histoire, les sciences naturelles, se faisait toujours en langue française. Qu'en sera-t-il au cours de la décennie 1965-1975?
Talb Ibrahimi nous apprend que c'est au cours de cette décennie que la quasi-totalité des textes régissant l'arabisation, et pas uniquement l'arabisation de l'école, mais également celle des secteurs de l'État et de l'administration, seront signés. Il s'agit par exemple de l'ouverture de la faculté de Darwa en 1967, de l'ouverture à la faculté de Darwa en 1967 d'une filière en langue arabe, de l'ordonnance de 68 qui oblige tous les fonctionnaires à connaître la langue arabe, de l'arabisation en 1971 de l'enseignement de l'histoire et de la philosophie dans les filières littéraires au lycée, de la Charte nationale de 1976 qui va insister sur l'importance de trois principes: démocratisation, arabisation, algérianisation. 1971, Philippe Blanchet soulignera lui aussi que l'année 1971 est nommée l'année de l'arabisation. Elle connaîtra l'arabisation des classes de 3e et 4e année du primaire, l'arabisation d'un tiers des sections ouvertes de la première année et du moyen, et d'un tiers des sections scientifiques de la première année du lycée. Qu'en sera-t-il après 1975? Après 1975, il sera surtout question de l'ordonnance numéro 76-35 et de ses lourdes conséquences, au moins au cours des 32 prochaines années, si on se limite à certaines décisions, et sur l'avenir entier de l'école algérienne pour ce qui est des autres décisions. Pour donner une idée sur son importance, il suffit d'une part de préciser qu'elle a été signée par le président Ouari Boumedienne, et donc pas par le ministre de l'Éducation, et d'autre part de souligner qu'aucun président, si l'on veut, n'a osé la retoucher ou l'adapter durant les 32 prochaines années. Il fallait attendre justement 2008. Par ailleurs, pour donner une idée sur son principal contenu, il suffit de penser au choix de la date de sa parution. Le 16 avril 1976, date qui coïncide avec le 36e anniversaire du décès de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, et que cette date a été d'ailleurs décrétée journée nationale du savoir, Yawm al-Ilm, à compter justement de cet anniversaire. Quels sont les fondements de l'éducation, ou si l'on veut, les finalités assignées à l'école? Le deuxième article de l'ordonnance stipule que, je cite, le système éducatif a pour mission, dans le cadre des valeurs arabo-islamiques et de la conscience socialiste, le développement de la personnalité des enfants et des citoyens. Fin de citation. Il est à noter que le texte de l'article est plus lent. C'est clair, on parle des valeurs arabo-islamiques, donc les valeurs berbères sont entièrement ignorées. Qu'en est-il de la langue d'enseignement? C'est cette ordonnance qui a élevé le statut de l'arabe fusha ou l'arabe scolaire au rang de langue d'enseignement. L'article 8 ordonne que, je cite, l'enseignement est assuré en langue nationale à tous les niveaux d'éducation et de formation
et dans toutes les disciplines. La valeur exprimée ici par l'usage du présent à la place du futur doit être soulignée, surtout quand on sait que cette arabisation ne sera achevée qu'au début des années 80, et donc 4 ans plus tard. Remarquons que l'appellation la langue nationale, au sens de la seule, l'unique, a tout simplement remplacé, et dans un texte de loi, l'appellation langue arabe. C'est important. En traitant de l'enseignement préparatoire, l'article 20 stipule que l'enseignement doit également être assuré exclusivement en langue arabe. Il convient de préciser que par langue arabe, on renvoie ici bien sûr exclusivement à la langue al-fusha, dite scolaire, et pas à la langue, et pas à l'arabe algérien qui s'acquiert et s'utilise en dehors de l'école. Par ailleurs, il faut noter que l'adverbe exclusivement, par lequel on insiste sur l'interdiction d'enseigner avec une autre langue, a été utilisé dans l'article qui concerne l'enseignement préparatoire et pas dans celui qui concerne toute l'école et la formation. Est-ce parce que les contenus de l'école préparatoire sont plus faciles à arabiser que les maths, la philosophie, etc., ou parce que c'est pendant cette période que les langues maternelles pourraient être employées? Dans tous les cas, la question mérite d'être posée quand on parle d'apprenants qui ont moins de 6 ans et qui n'ont pas pour langue maternelle celle retenue comme langue d'enseignement. La langue arabe dans cette loi, quelles sont les finalités assignées à l'enseignement de la langue arabe? On ordonne dans l'article 25 que l'enseignement de cette langue permette la maîtrise totale de la langue, la maîtrise de l'expression écrite et orale. Je me pose la question, pourquoi on ne parle pas des compétences de compréhension de l'écrit et de l'oral? Est-ce un simple oubli dans un texte aussi important? Par ailleurs, on ajoute dans le même article que cet enseignement constitue, je cite, un facteur important du développement de leur personnalité. Fin de citation. Le moins qu'on puisse dire est que ces objectifs ne font pas partie de ceux qu'on assigne habituellement à l'enseignement des langues. Dans la suite du même article, on explique que l'enseignement de cette langue, je cite, doit doter les apprenants d'un instrument de travail et d'échange pour se pénétrer des différentes disciplines et pour communiquer avec leur milieu. Fin de citation. Le contenu de ce passage véhicule une idée importante. La langue arabe dont on parle ne permet pas en 1976 de communiquer avec le milieu. C'est pour ça qu'on l'assigne comme objectif à l'école. On parle fort probablement des sphères extrascolaires, des usages informels quotidiens, etc. La question à poser, s'agirait-il d'une tentative de faire de cette langue de l'école une langue de communication dans la rue, au marché, etc. Qu'en est-il des langues étrangères? L'article 9
parle de l'enseignement d'une ou de plusieurs langues étrangères. Il est d'abord à noter qu'on ne nomme pas cette langue ou ces langues. L'article 25 assigne à l'enseignement des langues étrangères les compétences qui vont permettre d'accéder à une documentation simple dans ces langues, de connaître les civilisations étrangères et de développer la compréhension mutuelle entre les peuples. Notons qu'il s'agit d'objectifs simples et surtout très différents de ceux assignés à l'enseignement de la langue arabe. Pourquoi, par exemple, on ne va pas assigner à l'enseignement de la langue arabe la connaissance des civilisations étrangères arabophones? Est-ce parce qu'on considère que c'est la même civilisation que celle de l'Algérie? Par ailleurs, il est à noter qu'on met dans ce texte le français dans le même panier que les autres langues, comme éventuellement l'anglais ou l'allemand. Or, il est clair que les objectifs à assigner à l'enseignement du français et à ceux des autres langues ne peuvent en aucun cas être les mêmes, vu la place importante qu'occupe le français en Algérie et la quasi-absence des autres langues étrangères. Qu'en est-il des langues maternelles? Qu'est-ce qu'on dit dans cette ordonnance au sujet des langues maternelles? Eh bien, tout simplement, rien. D'ailleurs, on ne distingue que deux catégories de langues, la langue nationale et des langues étrangères. Quelles sont les premières remarques qu'on peut retenir à l'issue de ce rapide survol? Donc, d'abord concernant l'arabe et les langues maternelles. Au sujet de l'arabe scolaire et des langues maternelles, la première remarque est qu'on parle d'une seule langue arabe, l'arabe scolaire, et qu'on n'évoque nulle part l'arabe algérien. On fait comme s'il n'y a qu'une seule langue arabe, justement, comme l'a expliqué Fadil Chérigan, cet amalgame volontairement entretenu a largement contribué à exclure du débat politico-linguistique contestataire et revendicatif les locuteurs de cette langue. Cela constitue même l'une des raisons pour lesquelles, contrairement aux berbérophones, les arabophones n'ont pratiquement jamais réclamé la reconnaissance de leur langue maternelle. Ce qu'ignore une bonne partie des Algériens, voire la majorité, c'est que justement ce sont les berbéristes qui ont par exemple revendiqué lors des fameux événements qui ont secoué la Kabylie en 1980 et après ces événements, la reconnaissance des langues maternelles et, je cite, l'enseignement de la langue berbère et de l'arabe populaire à tous les niveaux et dans les médias, dans les universités. Fin de citation. C'était écrit dans un tract distribué par des universitaires de l'université de Tizi Ouzou les mois d'avril et de mai 1980. Deuxième remarque qui me semble importante, les langues maternelles des Berbères sont exclues de l'école, même au niveau de l'école préparatoire. Par ailleurs, la berbérité n'est pas considérée comme élément pouvant
contribué dans le développement de la personnalité des Algériens. Enfin, la langue nationale est devenue synonyme de la langue arabe scolaire. Donc, il n'y a qu'une seule langue nationale, il n'y a qu'un seul arabe, qu'une seule langue arabe. Les langues étrangères, en ce qui concerne les langues étrangères, on peut retenir trois conclusions. La première, on n'établit aucune distinction entre les langues qualifiées d'étrangères. Deux, on assigne les mêmes objectifs à l'enseignement de ces langues, ce qui est didactiquement erroné. Trois, ces objectifs correspondent à ceux qu'on assigne à l'enseignement des langues étrangères qui n'ont pas donc le statut de langue seconde. Qu'en est-il de la langue française? Le français qui a été langue nationale, langue officielle et langue d'enseignement au cours de l'indépendance devient langue étrangère et uniquement langue enseignée au lieu d'être langue d'enseignement. On désignera le français après par l'appellation la langue étrangère, sans la nommer, tandis qu'on nomme les autres langues pour les distinguer. Donc, on parle de la langue anglaise, on parle de la langue italienne et de la langue étrangère pour désigner le français. Troisième remarque, on ne tiendra pas compte officiellement du moins du statut particulier ambigu du français. Je renvoie par exemple à ce sujet à l'excellent article de Rabh Sba qui résume très bien en 2002 le statut ambigu de la langue française en Algérie en disant, je le cite, « Sans être la langue officielle, elle véhicule l'officialité. Sans être la langue d'enseignement, elle reste une langue de transmission du savoir. Sans être la langue d'identité, elle continue à façonner de différentes manières et par plusieurs canaux l'imaginaire collectif. » Fin de citation. Voilà, voici les références bibliographiques citées dans la vidéo. C'est la fin de la vidéo. Merci pour votre écoute. À bientôt pour la deuxième vidéo qui traitera des très importants changements véhiculés par la loi d'orientation de l'éducation de 2008. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime si vous aimez, sur la cloche de notification, de partager la vidéo et de dire à vos amis de s'abonner à la chaîne. Merci par avance et au revoir.